Vous écoutez Un long chemin, Sora, l'héritage révolutionnaire. Seconde partie. Arrivé en Allemagne, on est arrivé à Berlin. Mon oncle nous attendait à la sortie de l'aéroport. Et là, des policiers allemands viennent vers nous et ils nous disent « ça va pas être possible là ». Et ils nous font faire demi-tour. L'avion était passé par Paris, il faisait escale à Paris et on nous a renvoyés en fait à Paris. Arrivés à Paris, pareil, ils ont voulu nous renvoyer en Afrique. Et là, ma mère s'est effondrée, elle a dit « c'est impossible, je repars pas. Je peux pas repartir, si je pars, c'est la mort assurée ». On arrive avec des passeports où on dit qu'on est éthiopien. Nous, on est érythréens, mais on est annexé à l'Éthiopie, donc l'Érythrée n'est pas connue en tant que telle. Si on nous renvoie en Afrique, ça sera en Éthiopie, quelque part dans le conflit. Voilà, donc difficile peut-être de revenir aussi à Asmara et dans tous les cas, le pays est en guerre. S'ils ont quitté le pays pour nous mettre en sécurité, c'est pas pour au final échouer et y retourner. Parce que là, du coup, on est déserteurs, on est contre le gouvernement, on a quitté le pays, donc effectivement, il n'aurait pas été bon pour nous de repartir. Ça a été un coup de massue pour ma mère, qui a réussi à se faire comprendre que c'était impossible pour elle de repartir. Et on est resté une semaine à l'aéroport, en transit, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de nous. Il fallait vérifier nos identités, il fallait vérifier ce qu'on racontait. Et l'Érythrée, la douane française ne connaissait pas. Ça a été très long aussi de trouver un interprète qui puisse expliquer le pourquoi du comment on était là. Ça a pris une semaine. Ouais, ça a été, je pense, un tournant dans notre vie, dans ma vie. Et pour moi, c'est des images très claires. Alors, je ne me souvenais pas qu'on avait passé une semaine. Évidemment, je ne me rendais pas compte du temps. C'est ma mère qui nous a dit que ça avait pris une semaine. Mais je me souviens qu'on était dans une salle. Il y avait toujours des gens qui venaient, qui partaient, d'autres qui restaient. Enfin, d'autres personnes en transit. Mais on ne se parlait pas, on se faisait des sourires. Parce nous, on parlait l'arabe, on parlait l'érythréen, mais pas le français. Moi, enfant, je ne parlais pas anglais. Ma mère ne parlait pas anglais. Mon oncle qui était avec nous balbutiait en anglais. Par contre, je me souviens que les douaniers avaient été plutôt sympas avec nous. Une femme, surtout, certainement une maman, parce que je me souviens qu'elle était très avenante avec nous, s'assurait toujours qu'on avait mangé. Elle nous avait apporté un jour du pain d'épices. Le parfum du pain d'épices m'avait marqué. Aujourd'hui, chaque fois que je vois c'est un souvenir, quand je vois du pain d'épices, je nous vois dans cette salle en transit. Alors pendant longtemps, je pense que ça a été quelque chose qui m'a marqué, mais peut-être un blocage, parce que je n'ai pas mangé de pain d'épices pendant très longtemps. L'odeur, tout de suite, me rappelait cette période. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi je ne mangeais pas de pain d'épices, alors que c'était au final un bon souvenir. C'était pour moi quelque chose, une découverte plutôt sympathique. J'avais aimé ça, mais je ne sais pas pourquoi je faisais un blocage. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est un souvenir d'enfance qui est plutôt agréable. Pourquoi tu t'empêches de manger du pain d'épices? Donc, j'en mange de temps en temps. Mais ouais, c'est vraiment un fait très marquant, ancré. On sort de l'aéroport, on est accueilli par une association qui nous trouve un logement provisoire dans Paris. Je me souviens que c'était un grand immeuble, une grande tour. Donc pour nous, c'est une découverte, on ne connaît pas. On a un peu peur de ce bâtiment. On dit mais comment on va faire pour monter là-haut? Il y avait un ascenseur et voilà. Découverte, encore une fois, tout est nouveau pour nous. C'est un environnement qu'on ne connaît pas. C'est des hommes et des femmes
à la peau blanche qu'on voit habituellement à la télé. Enfin, voilà. On a une crainte, mais on est fasciné. En tant qu'enfant, ça nous a toujours fascinés, en fait, parce qu'en Afrique, on voyait que des personnes comme nous. Et quand on voyait des blancs, c'était oh, regarde. Et là, on se retrouve en plein dedans, dans une tour immense, et des gens de partout. Des étrangers comme nous. Non, c'est pas trop ce qu'on fait là, mais on dit on va vivre là quelque temps. Il y a un parc en bas, donc comme c'est petit dans l'appartement, ma mère nous emmenait régulièrement au parc pour qu'on puisse sortir, qu'on reste pas enfermé. On est habitué à vivre en extérieur. Et heureusement pour nous, c'est le mois d'août, donc il fait beau. On est resté un mois dans cet immeuble. On a été transféré après à Alençon. Là, on a été accueillis dans un foyer pour réfugiés par une autre association qui, à la base, s'était créée pour venir en aide aux réfugiés vietnamiens, laotiens, ce qu'on appelait autrefois les boat people. On a passé 6 mois dans ce foyer à Alençon. On a été à l'école pendant 6 mois. Ça a été assez rapide, hein. L'association a vraiment pris les choses en main et nous a accompagnés à l'école les premiers jours pour nous montrer le chemin. Et on partait après en groupe d'enfants avec les autres enfants du foyer. Il y avait des Vietnamiens, des Laotiens avec nous. Quelques mois après, il y a eu un couple avec une fille de Djiboutien. Alors pour nous, c'était la délivrance parce qu'ils parlaient arabe. Voilà. Ça a été, j'ai très vite sympathisé avec la fille. Elle avait mon âge et on se comprenait. La communication a été difficile avec les autres familles du foyer parce que eux, ils parlaient français un petit peu, nous pas du tout. Et ils parlaient aussi entre eux leur langue et on comprenait rien. Alors à l'école, avec les enfants, on était dans des classes séparées, parce qu'on avait plusieurs niveaux. Par contre, 2 fois par semaine, on avait quelqu'un qui venait nous chercher dans chaque classe, nous regrouper dans une salle et nous apprenait le français. Et ça nous a beaucoup aidés. En tant qu'enfant, on apprend très vite. On a, nous, cette facilité d'apprentissage parce qu'on a déjà 2 langues. En 1 an, ma sœur et moi, on maîtrisait le français plutôt bien. Et mon frère, lui, est arrivé à 2 ans et demi. Pour lui, il commençait à parler. Ça a été très facile pour lui, peut-être même plus facile que nous. On a eu notre premier hiver. Là, ça a été une découverte. En 85, il a extrêmement neigé, il a fait très froid, c'est un des hivers les plus rigoureux. Quand il a neigé, on n'a pas compris ce qui se passait. On a eu ce souvenir il n'y a pas longtemps avec ma sœur. Un matin, on se préparait pour aller à l'école et on a vu qu'il neigeait. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'es là, paniqué. Maman, il y a du coton qui tombe du ciel. On comprenait pas. Mais c'est tout blanc dehors. C'était juste de la neige. Mais nous, petits Africains, on ne savait pas. Et ce froid, par contre, pour nous, ça a été difficile. Ça a été vraiment difficile de subir ce froid et la neige. Marcher dedans, on en avait peur au début. Et les assistantes sociales du foyer disaient, ne vous inquiétez pas. Et en fait, à l'école, on a découvert que c'était pas grave, que c'était plutôt sympa. On faisait des bonhommes de neige avec les autres. Un matin, je voyais tout le monde arriver avec des sacs poubelles. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On a eu des instructions, j'ai pas compris. Pourquoi fallait venir avec un sac? Et en fait, c'était juste pour aller faire la luge à la récréation. Parce qu'à côté de l'école, il y avait une petite colline. Et on s'est dit, bon, bah ok, d'accord, il fait froid, mais au final, on peut quand même... C'est pas mal en fait. C'est pas mal, mais c'était dur le froid quand même. Ouais, le froid c'était dur, mais bon, on a vu les bons côtés. C'était une belle découverte, ouais, c'était pas mal. En mars 86, on a une association de Tours qui avait une place pour nous, qui nous a accueillis. On arrive dans un grand immeuble, beaucoup d'étages, et on prend un ascenseur, on monte au 6e étage.
Elle ouvre la porte et nous dit: «C'est chez vous». Avec le peu de français qu'on a, on comprend. Elle me dit: «C'est votre maison». Alors ma mère, bon, elle sait parce qu'elle a tout préparé, en amont, mais nous les enfants, on découvre finalement que ça va être notre nouvelle maison. Et on arrive dans cet appartement, on a, chacun sa chambre, un lit, des jouets qui nous attendent, sur les lits, une télé. Voilà, on arrive dans un appartement, meublé. On apprendra plus tard que c'est cette association qui a meublé l'appartement, pour nous et cette association, malheureusement qui n'existe plus aujourd'hui, sur Tours, mais ils ont, œuvré, très longtemps pour, l'accueil des familles, de réfugiés. Ce sont, d'anciens enseignants, des bénévoles qui ont accueilli, honnêtement énormément de familles. Sur Tours, ils ont vraiment, aidé beaucoup de familles. Chaque membre avait, 2-3 familles en charge et nous, on a eu, la chance d'avoir, une femme, extraordinaire. Hem, Françoise. Françoise, c'est qu'elle est décédée en fait et du coup ça fait remonter les souvenirs. C'est quelqu'un de formidable. C'est, enfin la gentillesse incarnée. Mais jusqu'au bout, même à la retraite, elle a continué à suivre les familles, même l'association dissoute, elle a gardé le contact avec nous, et continué, à aider. Enfin, honnêtement, je crois que c'est la personne la plus gentille que j'ai croisée dans ma vie. C'est incroyable. Quand elle est décédée, on a été à ses funérailles. Ils avaient fait tout un, comment dire, une cérémonie d'hommage. Il y avait plus d'une centaine de personnes dans la salle. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas que avec nous. Pour nous, c'était Françoise Maral la petite dame qui nous aidait. Mais on s'est rendu compte qu'au final, elle a aidé mais énormément de monde, énormément. Je crois que c'était juste avant le Covid. Et en fait, on devait se faire un restaurant avec un autre couple de l'association. Et je pouvais pas ce jour-là. Je suis désolée, je peux pas. Je peux remettre ça à plus tard. Et en fait, 3 semaines plus tard, je crois, un mois, décédée. Et je pense que, en fait, c'est elle qui avait initié ce rendez-vous. Elle avait fait le tour de beaucoup de personnes. Et je pense qu'elle savait que son heure allait venir, était proche. Et elle faisait le tour des gens une dernière fois. Et malheureusement, je n'étais pas disponible. Et je m'étais dit, bah, c'est pas grave. Quand je reviendrai, on se fera ça à un autre moment et j'ai pas eu le temps. Ça a été d'autant plus difficile en fait. Je me suis dit, mince, j'ai raté le coche. En fait, elle voulait nous dire au revoir et j'étais pas dispo et ça m'a achevé. Donc, et je crois que ma mère était encore moins consolable que moi ce jour-là. Enfin, c'était vraiment une seconde mère pour nous. C'est elle qui nous a fait nos premières démarches, trouver le médecin, accompagner à des rendez-vous médecins, enfin tout, puis tout avec sa voiture personnelle. C'est pas comme aujourd'hui où ils ont des voitures de fonction via les assos. M'a acheté mon premier livre, enfin m'a donné le goût de lire, vraiment très impactante, vraiment. Ouais, j'aimais lire. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée dans l'apprentissage du français. J'avais une bonne mémoire, finalement, des mots, de l'orthographe, ce qui fait qu'arrivé en CM2, mon niveau de français surclassait mes camarades.
J'étais contente quand je orthographiais bien les mots, où j'avais la bonne grammaire, etc. Et en fait, sans le vouloir, j'étais devenue très bonne en orthographe et j'ai ce souvenir où la maîtresse un jour engueule toute la classe en disant « Mais vous vous rendez compte, vous êtes français, vous êtes nul en orthographe, Sora qui est arrivée il y a tout juste 2 ans, elle a 20 sur 20 à la dictée, mais comment vous l'expliquez ?» Alors moi, j'étais très mal à l'aise à ce moment-là, même si au fond de moi, j'étais contente d'avoir eu ce 20 sur 20, mais je m'attendais pas à ce qu'elle me prenne en exemple, en fait. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait marqué. Fait marquant, ma petite sœur qui naît, qui arrive en 92. Du coup, il y a un décalage entre nous, parce qu'on a 15 ans d'écart, mais on est très proches à la fois. Étant donné que je suis l'aînée, j'ai beaucoup aidé ma mère qui travaillait. Et l'arrivée de ma sœur a également été l'année où on a eu au pays un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu avec plus tard un référendum pour savoir si on restait sous la coupe éthiopienne ou si on prenait notre indépendance. Donc là, ça a été un moment très joyeux, déterminant aussi pour les Érythréens qui sont en France et ailleurs, parce que la diaspora est quand même importante en Europe et aux États-Unis. Alors moi, en France, la communauté n'est pas très grande en France, parce que c'est un pays qu'on ne connaît pas, c'est un pays où on ne parle pas la langue. On a des attaches en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Et donc, les familles se regroupent. Nous, on s'est retrouvés en France malgré nous. On s'est adapté, on a construit notre vie en France. Et la communauté n'est pas très grande. Mais quand il a fallu monter à l'ambassade à Paris pour choisir au moment du référendum si on prenait notre indépendance ou pas, tout le monde a pris le chemin de l'ambassade et cette fois, mes parents nous ont emmenés. Parce que c'était un moment important et mon père voulait qu'on vive ce moment parce que là, à l'adolescence, on était en âge de comprendre ce qui se passait et je vois mon père mettre son bulletin de vote dans l'urne. Voilà, ça m'a marqué et en 93, du coup, l'indépendance a été déclarée et on est rentré au pays. Ça a été les retrouvailles avec la famille, ça a été l'année où la diaspora est rentrée au pays. Le pays a été libéré, la guerre est finie, on peut rentrer chez nous, retrouver la famille, les amis et toute la diaspora du monde entier est rentrée en 93. Alors, nous, à cette époque-là, en France, on est réfugiés politiques. Donc logiquement, on n'a pas le droit de rentrer au pays. Mais on est érythréen, le pays est éthiopien, sur nos passeports c'est écrit Éthiopie, donc on n'a pas le droit de rentrer techniquement en Éthiopie. Donc là on rentre en Érythrée. Mais par mesure de précaution, mes parents ont pris un chemin détourné pour rentrer. On est parti via l'Allemagne, pour éviter qu'on nous pose des questions, pour être sûr qu'on arrive à destination, parce que pour eux, ça faisait 15 ans qu'ils avaient quitté le pays, pas vu leurs frères, sœurs, parents. Donc on est parti via Francfort. Ma petite sœur a 1 an. On rentre au pays, l'avion il est rempli de personnes qui font la même démarche que nous. Il y a une atmosphère joyeuse. Quand on est arrivé au-dessus de la capitale, je me souviens, il y avait un prêtre avec nous qui a commencé à dire une prière et qui remerciait le ciel de pouvoir rentrer au pays. J'avais même pas vu durant les 8 heures de vol qu'il y avait un prêtre avec nous. Et c'est quand il s'est levé pour prier, alors qu'en fait il fallait s'asseoir, rester assis. Là, le calme dans l'avion,
tout le monde s'est tu, tout le monde communiait en fait avec ce prêtre et au moment où on a atterri, on a applaudi dans l'avion, on chantait. Une femme avait commencé à chanter une chanson sur la capitale, Je vais te revoir, voilà, une chanson très connue. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, là, on vit un moment fort. Et c'était encore plus fort quand on est sorti. Je me souviens qu'on est arrivé sur le tarmac et on a pris une bouffée de chaleur qui contrastait avec l'avion où il faisait très frais. On a la fatigue, ma petite sœur qui commence à avoir peur parce qu'il y a beaucoup de monde. Ça a été long de passer à la douane, de récupérer les bagages. Enfin, c'était un peu chaotique. Là, il y en avait partout, il y a eu du monde partout et c'était long. Et ma petite sœur commençait vraiment à fatiguer. Ma mère me dit, bah, prends-la et sors et attends-nous devant. Bon, ok. Pensant que dehors, ça sera plus calme pour elle. Sauf qu'à l'extérieur, il y a tout le pays qui attend le retour des familles. Ça, on ne l'avait pas vu. Et je suis arrivée, je suis sortie, j'ai pas eu le temps de comprendre. On a été accueillis par une foule mais amassée devant et qui chantait et qui une liesse de joie en fait. Il y avait des fleurs partout, on nous accueillait. Je connaissais personne, mais les gens étaient contents de nous voir. Et du coup, moi qui pensais mettre ma petite sœur au calme, ça a été tout le contraire. Et d'un coup, j'ai quelqu'un qui me saute au cou, qui me crie « T'es là, bienvenue !» Et ma petite sœur a eu peur, moi j'ai eu peur, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et c'était une de mes tantes qui nous avait vus et qui nous accueillait en fait. Une de mes tantes qui vit à Londres, qui était arrivée avant nous et qui était venue nous accueillir avec les autres membres de la famille, mais m'avait vue en premier et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tout le monde nous prenait dans les bras, tout le monde, et je ne savais pas à qui je disais bonjour. J'étais là, mais c'est qui ces gens? Et en fait, c'était mes tantes, mes cousines, que je reconnaissais pas forcément. On les connaît sur photo, mais on n'a pas vécu avec eux. On a passé 2 mois extraordinaires en famille. On a redécouvert le pays, des choses simples de là-bas, les fruits, les jeux d'enfants, la famille aussi. On fait connaissance finalement avec la famille. On a nos grands-parents à ce moment-là, des 2 côtés. Et alors, logiquement, on est censé rentrer chez mon père. La femme suit son mari, donc elle va chez son mari. Mais en 15 ans, ma mère voulait aussi voir ses sœurs, sa mère. Donc on était des 2 côtés. C'était vraiment des moments très sympas et ça a été un crève-cœur à la fin des vacances de rentrer. Et le problème, c'est que quand on rentre, quand on revient après les vacances, en général, bah, t'as été où? T'as fait quoi pendant les vacances? Bah, nous, on ne pouvait pas raconter ce qu'on avait fait. On ne pouvait pas dire aux copains, bah, je suis rentrée dans mon pays. Parce que légalement, on pense qu'on n'avait pas le droit de rentrer. Donc c'était difficile. On disait, bah, on a été en Allemagne comme d'habitude. Donc, alors qu'au fond, nous, on savait qu'on avait passé les meilleures vacances de notre vie, quoi. Est-ce que vous pouvez expliquer en fait, comment fonctionne le statut de réfugié et pourquoi on ne peut pas aller dans son pays d'origine quand on a le statut de réfugié? Ouais. Alors, le statut de réfugié politique, en fait, implique que vous demandez, alors pour notre part, l'asile politique, parce que la vie dans notre pays n'est pas possible pour nous pour des raisons de sécurité. Nous, dans notre cas, notre pays était en guerre. Mes parents ont fui cette guerre et ont demandé la protection à la France. À partir du moment où on explique qu'on est en danger dans notre pays, la France accepte de nous accueillir et de nous protéger, mais à la condition de ne pas retourner dans notre pays parce que on est en danger. Sur notre titre de voyage, l'équivalent du passeport pour les réfugiés politiques, il est mentionné qu'on peut voyager dans tous les pays d'Europe sous l'accord de Schengen.
d'autres pays avec un visa, mais pas en Éthiopie, d'où on était originaire. Là, techniquement, on rentrait en Érythrée et plus en Éthiopie, donc 2 territoires différents. Mais bon, mon père voulait être sûr de pouvoir rentrer au pays, il voulait pas prendre de risque qu'on se fasse arrêter à la douane en disant bah non, c'est pas possible, ou à l'inverse, de partir, mais de pas pouvoir revenir en France. Donc voilà, pour pas prendre de risque. Je pense que au fond de lui, mon père a toujours eu ce désir de rentrer au pays. Il s'était dit quand on aura l'indépendance, on rentrera. Certaines familles ont fait ce choix. Des familles qu'on a connues ici en France, au moment de l'indépendance, sont rentrées. Et mon père s'est posé la question. Et au final, ma mère s'y est opposée parce qu'on s'était établi. On a construit notre vie ici. Nous, on était complètement intégrés. Et un pays au lendemain de la guerre est un pays qui doit se reconstruire. Les vacances, c'était très bien. C'était vraiment un moment de joie, un moment... mais pour y vivre, ma mère ne se voyait pas repartir avec nous. Elle savait pas dans quelles conditions on allait pouvoir rentrer. Donc, puis bah, nous, il aurait fallu qu'on refasse tout l'apprentissage en sens inverse, finalement, parce qu'on parle érythréen, mais on l'a appris à la maison. Il faut tout réapprendre, on ne sait pas le lire, on ne sait pas l'écrire. Et puis, ça reste encore, en 93, un pays du tiers-monde. Le confort n'est pas le même. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau courante, les conditions sanitaires, hygiéniques, tout ça, sont pas du tout les mêmes. Pour nous, je pense que ça aurait été difficile de retourner. Et puis, et leur objectif, eux, c'est de nous offrir un monde meilleur, de nous offrir la possibilité d'être scolarisés. Mais je pense que pour mon père, encore aujourd'hui, au fond de lui, même s'il ne le dit pas ouvertement, je pense que ça a été un regret de ne pas pouvoir repartir. J'ai été à l'université de Tours. J'ai fait 2 ans de langue étrangère appliquée. Au final, c'était pas le format que je voulais. Je me suis rendu compte au bout de 2 ans, c'était pas le format. Puis bon, alors ce qui m'embêtait aussi, c'est qu'en 3e année, il fallait faire un semestre à l'étranger. Et moi, je m'étais mis en tête que c'était les États-Unis et pas ailleurs. Sauf que 6 mois à l'étranger, même ailleurs, j'avais pas les moyens. Mes parents avaient pas les moyens de me payer un logement ailleurs, un billet d'avion. Puis j'ai toujours le statut de réfugié politique, donc les déplacements difficiles, difficile d'avoir un visa étudiant sous ce statut. Donc je me suis dit, bon, si je peux pas faire ce semestre à l'étranger, mon année n'est pas validée. Donc j'ai préféré changer d'orientation et j'ai pris une année sabbatique et j'ai été jeune fille au pair en Allemagne. Ça a été très formateur. Ça m'a enlevé ce côté timide que j'avais en moi. Et en revenant de là, j'avais postulé pour un BTS et j'avais été acceptée. Donc j'ai fait un BTS tourisme à Blois. Et je suis sortie de la promo l'année du 11 septembre. Ça a été compliqué de trouver du travail derrière. Tout le secteur du tourisme était fermé et je me suis dit il faut que j'ai ne serait-ce qu'un job alimentaire en attendant. Donc j'ai pris un travail dans le centre-ville, dans un magasin. Jusqu'au jour où j'entends qu'ils recherchaient à l'office de tourisme de Tours. Et depuis, j'ai été recrutée à l'office de tourisme depuis mars 2003. Et j'y suis toujours, ouais. J'y suis toujours et je peux pratiquer les langues. Voilà, je reçois énormément de monde du monde entier. On rencontre des personnes parfois très intéressantes, même si ça dure que quelques minutes. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Et en
parallèle, alors à mon niveau, j'essaye de rendre l'appareil sur toute l'aide que ma famille et moi, on a eue quand j'étais petite. Tant que je peux, j'aide dans les traductions. J'ai beaucoup aidé de jeunes hommes, femmes qui arrivaient à Tours par le biais de CADA, Coalia, dans leur démarche, dans leur installation. Est-ce que nous, on n'a pas eu ça au départ. On a eu cette association formidable, mais on n'avait pas d'interprète dans notre propre langue. Parfois, ça a été difficile. Ma mère a beaucoup peiné dans ses démarches auprès de l'OFPRA parce qu'elle n'avait pas cet accompagnement. Et aujourd'hui, si moi, je peux aider à ma façon pour simplifier la vie des personnes de ma communauté, je le fais. C'est important pour moi. J'ai pas d'enfant, je vis en couple depuis de nombreuses années. Alors, pas avec un Érythréen, au désespoir de mes parents. Ça n'a pas été facile de les faire accepter mon conjoint, parce que je pense qu'au fond d'eux, ils auraient voulu que je sois avec quelqu'un de ma communauté, certainement parce que c'est plus facile pour la culture, c'est plus facile après pour l'éducation des enfants, tout ça, mais le problème, qu'il n'en est pas un pour moi, mais je comprends mes parents, mais en fait, les Érythréens, puis les Africains de manière générale, je pense, concernant les filles, on nous a toujours dit faut bien travailler à l'école, il faut étudier, on nous martèle ça. Mon père nous a toujours éloignés des garçons, voilà. Donc on avait toujours peur de se faire attraper, ma sœur et moi, si jamais il y avait un garçon autour de nous. On essayait toujours d'être le plus discrète possible. Et avant l'indépendance, en tout cas, la communauté érythréenne était très proche parce qu'on recherchait notre culture, on recherchait nos semblables. Sur des week-ends fériés, on partait souvent chez des amis à Orléans, à Nantes, tout ça pour des week-ends, se retrouver en communauté. Ces familles-là avaient des enfants. Pour nous, c'était nos cousins parce qu'on nous a dit on va chez vos cousins. Il n'y a aucun lien de parenté, mais ça reste nos cousins. Tout ça parce qu'on est issus du même pays. Et à l'âge adulte, quand un jour comme ça, votre maman me dit « Mais que penses-tu du fils de je te verrai bien avec ?» Non, c'est pas possible, c'est mon cousin. Inconsciemment, nos mères nous ont un peu fermé le champ des possibilités avec les garçons de notre communauté. Et puis les garçons de leur côté, pareil, ils avaient le même discours de leur mère, donc ils nous imaginaient pas autrement qu'être leur cousine. À l'âge adulte, on commence à s'intéresser, à vouloir une vie de couple pérenne, etc. On cherche ailleurs que dans notre communauté parce que c'est notre famille, ce sont nos cousins. Puis là, les parents, eux, ils comprennent pas. Non, il parle pas la même langue que nous, il a pas la même religion, mais comment on va faire Donc il y a cette barrière qui s'établit, mais qu'ils ont mis eux-mêmes. Et c'est une bataille de chaque enfant de la diaspora en disant mais arrêtez de dire que ce sont nos cousins parce que ce ne sont pas nos cousins. Nos cousins, c'est s'il y a un lien de parenté, mais c'est culturel en fait. On a eu la nationalité française, ce qui nous a simplifié la vie sur beaucoup de plans. Et surtout, voyager avec un passeport français, c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui. On peut partir de Paris sereinement pour rentrer au pays et on rentre assez régulièrement. Parce qu'on a encore de la famille là-bas et c'est une bouffée d'air de rentrer, en fait, de se ressourcer, de retrouver la famille, de profiter, même si c'est que 3 semaines, voilà, ça fait toujours du bien.
Reconstruire le pays après la guerre, n'a pas été chose aisée. On a eu, très vite une personne, qui s'est démarquée pour, gouverner le pays. C'est un militaire, hein, dont le parti, politique a, mené à bien, la libération du pays et qui s'est proposé au départ, pour gouverner le pays de façon provisoire, pour, diriger le pays le temps que les choses se mettent en place, pour après, faire, un vote, voilà, et désigner un président. L'ennui, c'est que une fois qu'il a eu cette possibilité, que les Érythréens ont dit OK, dirige le pays pendant 1 an ou 2 ans, le temps qu'on organise des élections présidentielles. Une fois qu'il était au pouvoir, il est resté au pouvoir. Aujourd'hui, ça fait 36 ans qu'il est là. Et ce président, Isaias Afwerki, dirige le pays d'une main de fer, en autarcie. Il a fermé le pays à l'extérieur, imposé le service militaire, hommes et femmes. Et depuis, c'est compliqué. C'est très compliqué. Les ressources du pays sont très pauvres. On a du mal à vivre en autarcie parce que le pays n'est pas riche en soi. Et quand vous ne faites pas de commerce avec l'extérieur, et que vous ne pouvez pas fournir vous-même la production pour le pays, c'est difficile de vivre. Puis toujours en conflit avec l'Éthiopie. Toujours. Il y a eu en 98 ce gros conflit qui a relancé la guerre. Ça a duré 2 ans et là récemment, depuis l'an dernier, l'Éthiopie revient à la charge pour ce droit de passage vers la mer. Mais encore une fois, il passe en force en fait. Et donc là, depuis quelques jours, quelques semaines, ils sont à nouveau en guerre parce que l'Éthiopie essaye de prendre le port de Assab, qui est au sud du pays, pas très loin de la frontière somalienne et djiboutienne, qui est le deuxième port du pays. Et là, c'est très compliqué en fait. Il y a beaucoup de jeunes qui sont envoyés au front, qui ne sont pas des militaires de carrière. On leur impose les choses. Ça met tout le pays en tension et je sais que mon père est pas serein du tout en ce moment. Je me souviens la semaine dernière, on en discutait et il me dit mais qu'est-ce qu'on va encore entendre comme nouvelle? Quelle famille va perdre un enfant? Ça l'empêche de dormir. Et le problème, c'est que c'est pas médiatisé. Personne n'en parle. L'État ne veut pas d'aide extérieure. Alors, ils veulent pas d'aide de l'ONU, etc. Mais ils sont très proches de la Russie, de la Corée, de la Chine. Un peu communiste, un peu on contrôle le pays, on rationne les denrées, on regarde qui rentre, qui sort, on peut rentrer mais pas sortir du pays. La famille ne peut pas venir nous rendre visite, c'est pas possible, ils sortent pas du pays. Nous on peut rentrer et sortir tant qu'on veut. Au moment où on arrive à l'aéroport, on met des œillères, un sparadrap sur la bouche. Et on profite de la famille. On ferme les yeux sur le reste, si on veut repartir tranquillement à la fin des vacances. Mais bon, après, c'est pas médiatisé, c'est pas... On ne sait pas ce qui se passe. C'est difficile pour les gens, mais les gens ne le diront pas que c'est difficile. Il faut le voir, il faut le vivre. Quand on demande à la famille comment ça va, tout va bien. Ils ne nous montrent pas que ça ne va pas. Si on devait juste écouter ce qu'ils nous disent lors des échanges téléphoniques, tout va bien, grâce à Dieu, ça va, merci, on va bien. Voilà. Mais quand on est en vacances, là, on se rend compte que, en fait, ça ne va pas.
parce qu'il n'y a pas l'eau courante, parce qu'il n'y a pas d'électricité, ou il y a de l'électricité le soir à 22h jusqu'à 2h du matin, mais vous dormez à ce moment-là, vous voulez faire quoi avec l'électricité? Ce serait quoi la solution pour l'Érythrée? Alors moi, j'ai ma petite idée, je prends un risque en vous disant ça, mais est-ce que c'est la bonne? Je sais pas. Pour moi, je suis convaincue qu'il y ait du changement au gouvernement. Après, comme on dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Mais je me dis, c'est impossible d'avoir pire que ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas possible, on est au summum de ce qu'on peut vivre. Moi, je comprends pas que en 30 ans, on n'ait pas réussi à redresser le pays, que les maisons ne sont pas construites, que on n'ait pas l'eau courante dans les maisons en 30 ans. L'Éthiopie, qui a fait la même guerre que nous, qui a eu quasi les mêmes pertes que nous, aujourd'hui, ils sont un des pays les plus puissants d'Afrique. Il y a des choses que je comprends pas. Je me dis, c'est pas possible qu'une personne n'aime pas son pays à ce point-là, au point de l'écraser. C'est même pas le tenir d'une main ferme, finalement, c'est tenir d'une main ferme, mais aussi l'écraser. Parce que les gens ont peur de s'exprimer, ont peur de ce qu'ils peuvent penser, parce qu'on ne sait pas qui il y a autour d'eux. Et au final, vous vivez pour l'État, vous vivez pour le service militaire, mais vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Donc le pays se vide. Le pays se vide de sa main-d'œuvre, de sa jeunesse, de sa population. Aujourd'hui, quand je rentre au pays, je vois des personnes âgées et des enfants. Ceux qui sont dans la force de l'âge, capables de bâtir le pays, aujourd'hui sont à l'étranger. À regret, pas par choix, en fait. Ils se disent, à l'étranger, je vais pouvoir travailler et aider ma famille. En tout cas, c'est l'espoir qu'ils ont. Alors que la génération de mes parents, c'était pour nous mettre en sécurité. Ils ont quitté le pays pour qu'on puisse aller à l'école, qu'on puisse manger à notre faim et pas tomber, marcher sur une mine ou voilà. Je me dis que j'ai de la chance d'être ici parce que je ne sais pas quelle vie j'aurais pu avoir si mes parents n'avaient pas fait ce choix pour nous de quitter le pays. Parce que je pense que ça n'a pas été un choix facile pour eux. C'est jamais facile de quitter sa famille, ses frères et sœurs, ses parents. Ils l'ont fait pour nous. Aujourd'hui, on les remercie et on essaye de mener notre vie du mieux possible pour leur dire vous avez fait le bon choix, vous avez bien fait. Et oui, je m'en rends compte, au vu de la situation au pays, je sais que j'ai de la chance d'être là aujourd'hui. Ouais. La famille qui est restée, les autres qui sont au pays n'ont pas cette chance, cette liberté, cet état d'esprit serein qu'on a ici. Oui, on s'inquiète pour la famille, mais on n'est pas à leur place. On ne le vit pas au quotidien. Et je pense qu'on ne peut pas se rendre compte, même si on a conscience des difficultés qu'ils ont, on ne se rend pas compte à 100% ce qu'ils vivent. Et si je pouvais les ramener, mettre ma grand-mère avec nous, faire un regroupement familial par exemple, si c'était possible, oui, en un claquement de doigts, je le ferais, bien sûr. Les mettre en sécurité avec nous, à l'abri, puis qu'ils ne manquent de rien. Merci d'avoir écouté Un long chemin. Pour me soutenir et ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner et à liker. Un grand merci à Sora et à très vite pour un nouvel épisode.